Bonsoir, ravi de vous retrouver dans le Grand Oral pour un nouveau numéro. Bonsoir Jean-Dominique Mercher. Bonsoir. Ravi de vous accueillir effectivement au Grand Oral. Merci. Alors, journaliste à l'opinion spécialisé dans les questions de défense et géopolitique, auteur d'un livre qui s'appelle « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» chez Robert Laffont. Alors d'emblée, j'ai envie de vous poser en préambule cette question. La guerre mondiale est-elle prête ? On n'est jamais prêt à la guerre, en fait, parce que la guerre nous surprend toujours. Elle n'arrive jamais comme on avait prévu qu'elle arrive, elle ne se déroule jamais comme on avait imaginé qu'elle puisse se dérouler. Donc on ne peut pas être prêt véritablement, mais on peut s'y préparer dans la mesure où il faut être capable de réagir vite, de s'adapter vite. Et la conclusion de mon livre qui ressort en poche, c'est qu'il faut de la souplesse intellectuelle. Les grandes défaites, comme disait Marc Bloch, sont d'abord des défaites intellectuelles. Et quand on se rigidifie dans sa tête, on est sûr de perdre. Et vous trouvez que les armées traditionnelles, pour rester quelques instants à ce sujet, parce que c'est quand même d'emblée passionnant, les armées traditionnelles, les pays traditionnels, ils ont cette mobilité, comment on dit, ce out of the box. Pas assez, même pas assez, évidemment. Le général de Gaulle dénonçait, qui à deux reprises dans sa vie a critiqué l'armée telle qu'elle était, d'abord dans les années 30 en disant il faut des blindés, puis dans les années 60 en disant il faut des armes nucléaires. Le général de Gaulle dénonçait ce qu'il appelait l'armée de nos habitudes, c'est-à-dire on fait comme on a toujours fait, et comme ça on est sûr de perdre. Et c'est vrai que c'est naturel, les institutions ont toujours envie de rester ce qu'elles sont, de se conserver, de se développer, sans se remettre en cause. Si ça ne vient pas du pouvoir politique, de la démocratie, on ne change rien. Et il faut bien reconnaître que nos armées en Europe, et peut-être même aux États-Unis, sont des armées anciennes, surtout lorsqu'on les compare à ce qu'il se passe, par exemple, dans la guerre d'Ukraine, où l'on voit là des innovations absolument quotidiennes. Oui, on comprend effectivement qu'il y a une très grande mobilité, notamment avec l'arrivée du drone, qui est un acteur vraiment sur les champs de bataille, qui est absolument maintenant déterminant. C'est une révolution militaire comme il y en a sans doute une fois par siècle, pas plus. Ça correspond à peu près, je pense, quand on s'intéresse à l'histoire militaire, l'arrivée du drone au-dessus du champ de bataille, à la fois comme moyen d'observation et comme moyen de destruction, ça correspond à ce qui s'était passé à la fin du 19e siècle avec l'apparition des armes automatiques, des cadences de tir beaucoup plus rapides, le fait qu'on ne pouvait plus manœuvrer sur le champ de bataille comme on l'avait fait depuis la phalange grecque jusqu'au 19e siècle, et tout d'un coup on ne peut plus faire comme ça. Eh bien c'est la même chose qu'il se passe avec la guerre aujourd'hui. Alors j'ai une suggestion pour un titre de votre prochain livre, ce sera Drone de guerre, mais on va revenir avec vous aussi, Jean-Dominique Mercher, sur les grands enjeux, les dangers de cette première partie du 21e siècle, et plus précisément bien sûr sur les engrenages à l'œuvre aujourd'hui au Proche-Orient. Vous les connaissez très très bien, très précisément, mais encore un mot sur ces convulsions de cette partie de siècle. Elle raconte une guerre contre l'Occident qui est menée de façon assumée par des pays comme la Chine et la Russie. C'est cela quand on veut comprendre les grandes mécaniques à l'œuvre en ce moment? Alors il y avait effectivement depuis au moins le XVIIIe siècle une domination sans partage de l'Occident sur le monde. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Et ça ne reviendra plus. En tout cas, pas à horizon historique pour nous. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'on voit émerger effectivement partout dans le monde, la Russie, mais évidemment d'abord et avant tout la Chine, mais l'Inde, mais la Turquie, le Brésil, on voit partout émerger des puissances qui sont des puissances qui n'ont pas envie de s'aligner derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toujours contre nous. On a perdu l'hégémonie. Perdre l'hégémonie, ça ne veut pas dire qu'on a perdu notre puissance en tant qu'occidentaux. C'est quoi? C'est l'hégémonie des valeurs? C'est penser que le progrès adossé à la démocratie, c'est terminé. C'est plus le nec plus ultra. Pendant très longtemps, on a cru, ou on a voulu croire que les valeurs occidentales étaient des valeurs universelles. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. On se prend ça de plein fouet avec l'islamisme, par exemple. On voit bien que des gens portent d'autres valeurs que les nôtres et qu'ils n'adhèrent pas au même système de valeurs que le nôtre. Et donc, on pensait que
nous dominions, nous avions une supériorité morale sur le reste du monde, eh bien on voit que ce n'est plus tout à fait le cas. Alors est-ce qu'il faut comprendre et comment dirais-je, décrypter la guerre entre Israël et le Hamas comme un de ces conflits qui découlent de ce grand affrontement, de cette bataille contre l'hégémonie occidentale, et que au fond également ce conflit, comme celui contre l'Ukraine, c'est les conflits emblématiques contre l'Occident. Comment doit-on comprendre la spécificité de la guerre entre le Hamas et Israël? C'est une excellente question. Je pense qu'elle se joue à plusieurs niveaux géopolitiques. Oui, il y a l'affrontement, en tout cas vu par les islamistes du Hamas, et à l'affrontement comme quelque chose qu'ils considèrent comme un corps étranger à l'islam et au monde arabe, qui pour eux est l'Occident, en disant bah, c'est des Occidentaux qui sont venus sur notre terre. Et donc il y a cette dimension-là qui est présente. Même si une partie de la population israélienne vient, au contraire, on le sait, du monde arabo-musulman, dont ils ont été expulsés. Bon, fermons la parenthèse. Il y a cette dimension, mais ce n'est pas qu'une guerre. Pour reprendre l'expression de Samuel Huntington, le grand spécialiste de géopolitique dans les années 90, qui parlait du conflit des civilisations, ce n'est pas qu'un conflit des civilisations. Il y a aussi une dimension nationale, l'affrontement de deux nationalismes, le nationalisme juif israélien, le nationalisme arabe-palestinien. Il y a aussi une dimension religieuse, je crois, qui se cristallise notamment autour du mur des lamentations et de l'esplanade des mosquées. Oui, parce que l'opération de et tout ça s'intègre. C'est pour ça que c'est à la fois passionnant, incroyablement complexe à dénouer, à décrypter, et sans beaucoup de solutions en réalité. Je rebondis sur ce que vous dites sur la dimension religieuse. Lorsqu'on se remémore aussi cette opération du 7 octobre, et son nom, elle n'a pas pour nom un projet politique étatique, elle s'appelle Déluge sur Al-Aqsa. Déluge sur Al-Aqsa. C'est-à-dire que l'objectif, comme vous le pointez, il est quand même de mener aussi une guerre religieuse planétaire portée par l'islamisme, qui est une idéologie planétaire, mais qu'il l'organise sur un conflit, cette fois-ci, régionalement organisé. Oui, sur un conflit national d'une certaine manière. Il n'y a aucun doute que les gens du Hamas sont des islamistes. D'ailleurs, le mot même de Hamas signifie mouvement de la résistance islamique en arabe. Ce sont des islamistes. Ils sont d'ailleurs, ils sont nationalistes, mais ils sont d'abord, je pense, des islamistes. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à s'intégrer dans le grand l'axe de la résistance, comme ils s'appellent entre eux, avec l'Iran, d'autres forces, parce que c'est l'idéologie religieuse islamiste qui domine dans leur logiciel politique, contrairement, par exemple, à l'autre mouvement traditionnel, mouvement nationaliste traditionnel palestinien, le Fatah, qui lui était plus dans une logique nationaliste, cela dit, avec également une dimension islamique qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Mais politique, et on va dire, et qui était aux frontières, n'avait pas une volonté de s'étendre. Il n'y avait pas une sorte de vision universaliste du triomphe de l'islam comme étant le triomphe des déshérités de la révolution mondiale, qui prend sa source en réalité à la fois chez les frères musulmans dans les années 1920, qui sont une alternative à la modernité, qui ressemble par beaucoup de traits à une forme de fascisme en fait, et à la révolution islamique iranienne de 79, qui là a vraiment une prétention globale. Alors dans ce contexte, comment traduire, comment comprendre la démarche du leader syrien, Joulani, qui lui a plutôt envie de rester à l'intérieur de ses frontières, en tout cas c'est les discours et l'impression qu'il donne, et ce qu'il veut faire croire, mais en tout cas ce qu'il a l'air de mettre en application. Il veut réorganiser à l'intérieur de ses frontières et stopper justement la démarche de combat planétaire. C'est très intéressant de voir son évolution. On verra ce que ça donnera. Mais la question s'est posée au début des années 20 au sein du mouvement communiste international, au sein du parti communiste, du parti bolchevique même. C'était l'opposition entre Staline et Trotsky. Staline disait, bon, la révolution mondiale, elle a raté.
puisqu'elle avait échoué en Allemagne notamment, à partir de 1921-23, la révolution a échoué en Allemagne, donc on reste à la maison, on construit, selon la doctrine du Parti communiste de l'Union soviétique, le socialisme dans un seul pays, l'URSS, et après on passe des compromis. Trotsky, lui, pense qu'il n'y a d'issue que par ce qu'il appelle la révolution permanente, le fait que propager la révolution ailleurs, et on sait comment ça se termine. Trotsky est assassiné par Staline et l'Union soviétique va devenir... Alors, il peut y avoir ça au sein du mouvement islamiste, il y a des débats. Le mouvement islamiste, il est divers dans sa représentation. Joulani en Syrie, manifestement sous le contrôle plus ou moins direct de la Turquie, prend l'option, on reste entre nous, on s'assure du pouvoir et ensuite on verra. Alors l'actualité aujourd'hui, c'est quand même ce qui est en train de monter, puisque le compte à rebours a commencé, c'est l'avancée vers l'Assemblée générale de l'ONU, qui va se dérouler donc à partir du 21 septembre, en tout cas le 21 septembre à New York, et la volonté de la France de pousser, montrer, raconter et reconnaître symboliquement un État de Palestine, prendre la tête de ce mouvement. À quoi correspond cette démarche de la diplomatie française aujourd'hui de dire il faut reconnaître un État de Palestine? Eh bien, écoutez, c'est difficile de vous faire une réponse qui soit pas polémique. Je suis personnellement contre cette démarche. Pendant longtemps, la position de la France avait été de dire la reconnaissance de l'État de Palestine doit être utile à faire baisser les tensions, à engager un processus entre Israël, les Palestiniens et le reste du monde arabe. Et c'était pas forcément une idée totalement stupide. Je pense même que c'était plutôt une bonne idée de dire on jouera cette carte le jour où ça permettra de faire progresser quelque chose dans le bon sens vers, par exemple, cette reconnaissance des deux États dont on parle tant. Là, ce n'est absolument pas le cas. Ça ne fait absolument rien avancer puisque une des parties, la partie israélienne, voire la partie juive dans l'opinion publique française, est très hostile à cette démarche et au contraire ça crispe beaucoup. Donc je ne vois pas l'utilité de cette démarche sur la scène régionale au Proche-Orient, si ce n'est de faire plaisir à nos amis et clients arabes. Je ne vois pas en quoi ça va améliorer la situation dans le conflit israélo-palestinien. Après, c'est aussi pour Emmanuel Macron une façon d'exister sur la scène internationale, alors qu'on sent qu'il a beaucoup de mal à exister en Europe à cause de la situation économique de la France et du dynamisme de l'Allemagne plutôt. Dans la guerre d'Ukraine, on voit bien que ces zigzags permanents fait que, bon voilà, il est bien, ok, il est reçu à la Maison-Blanche, mais il est reçu à la Maison-Blanche avec tous les autres. Donc ça permet à la France de se donner cette posture un peu traditionnelle, proche du monde arabe, proche du Sud. C'est une expression nouvelle, on va dire, et contemporaine, cette fameuse politique arabe de la France qui date du général de Gaulle. En fait. Le résultat de ça n'est quand même pas, n'a pas été franchement très brillant, quoi. Oui, parce qu'entre-temps, il y a des mondes arabes, il n'y a plus un monde arabe. Il y a des mondes arabes. Il y a une lecture française on voit bien que le monde arabe aujourd'hui n'est pas du tout... Même après l'épisode de la semaine dernière du bombardement au Qatar, on voit bien que le monde arabe n'a pas décidé de rompre totalement avec Israël, n'a pas réussi. Oui, on voit bien que les réactions sont très nuancées. Mais je voudrais continuer avec vous qui connaissez bien toutes ces... tous ces arcanes et ces sensibilités. Quand on reprend, au fond, le discours français, il dit les conditions aussi pour la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est que le Hamas rende les armes, qui reconnaissent l'existence d'Israël et qui acceptent de vivre aux côtés d'Israël. Mais enfin, c'est la naïveté ou du cynisme? Oui, non, mais vous avez parfaitement raison de rappeler ça. C'est une... Il suffit de voir qui s'est réjoui et qui ne s'est pas réjoui de l'annonce française. Le Hamas s'est réjoui de la position de la France. Le gouvernement israélien... Et le CRIF en France ne se sont pas réjouis. La France fait un cadeau au Hamas Alors, c'est un cadeau aux Palestiniens en général, et donc au Hamas notamment.
pas au Hamas directement, parce que quand même, il y a cette résolution aux Nations Unies condamnant le Hamas, que les pays arabes ont voté, etc. etc. Et la Ligue arabe qui demande en condition première pour tout reconstruire que le Hamas quitte le pouvoir. Dans quelle mesure c'est compatible avec le projet français ? J'ai du mal à voir la compatibilité, même si effectivement la résolution soutenue par l'Arabie Saoudite et la France aux Nations Unies est une condamnation très nette du Hamas, mais qui comporte aussi d'autres choses. Donc on a peu soulevé, par exemple, l'exigence de reconnaître le droit au retour des Palestiniens en Israël, qui pose quand même pour les Israéliens un certain nombre de problèmes. Je pense que c'est une démarche qui est trop unilatérale pour produire un effet positif sur le théâtre proche-oriental. Vous qui avez l'habitude des processus diplomatiques, en général, notamment lorsqu'il y a eu des conférences de paix, comme à Madrid à l'époque, dans les années 90, pour pouvoir justement gérer le problème du Proche-Orient, on a le sentiment qu'on va un petit peu à l'envers là. On met déjà le résultat d'une négociation qui n'a pas commencé. Il y a 30 ans, les accords d'Oslo, un peu plus de 30 ans, posaient un processus et arrivaient à la conclusion qu'il y aura un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Là, on a le sentiment qu'on met d'abord pour faire plaisir, quelque part, politiquement. Et ça ne va, de fait, rien changer à la situation sur le terrain. Il faut dire que la situation sur le terrain est difficile, mais elle est au minimum difficile en Cisjordanie, elle est catastrophique à Gaza. Donc on voit pas comment un État palestinien aujourd'hui, simplement, est possible. Alors parlons également du terrain, parce que vous l'avez aussi analysé, et là aussi vous êtes allé notamment dans l'opinion, à contre-courant de ce que l'on dit, ce que l'on écrit, et ce que l'on propage d'une manière générale. Vous avez dit, en réalité, il n'y a pas de famine à Gaza, tel qu'on la pose comme étant le principe acquis. Pourquoi vous dites ça? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport des Nations Unies que je suis allé lire en détail. Voilà, des Nations Unies, d'un office des Nations, d'un bureau des Nations Unies qui s'occupe de ça. Quand on le lit en détail, il dit, oui, on était à la veille d'un rapport qui date du mois de mai. Et il y en aura un autre à la fin du mois de septembre. Donc on verra ce qu'il dira à la fin du mois de septembre. Il a été actualisé. À l'époque, il n'y avait pas le rapport des Nations Unies, disait il y a un risque de famine. Alors, c'est un peu technique, mais ça classe les niveaux de famine en 5 catégories. 1, tout va bien, 5, c'est la famine. Il y a une partie de la population dans certaines régions de la bande de Gaza qui sont en situation 5. Mais on ne peut pas parler de famine généralisée. D'ailleurs, la diplomatie française à l'époque parlait de risque de famine et pas de famine. La situation a un peu évolué ces dernières semaines, elle s'est dégradée, clairement. Mais voilà, mais on est dans une telle, comment dire, rhétorique passionnée. Il y a évidemment des problèmes très graves de malnutrition, de sous-nutrition et de famine à Gaza, mais on est dans un tel, comment dire, une telle polémique permanente ou génocide, etc., que apporter la moindre nuance vous fait ce que vous faites régulièrement, oui. vous fait immédiatement cataloguer comme un génocidaire. Voilà, je me suis fait insulter comme d'autres, sur les réseaux sociaux, comme les jeunes, on ne vous oubliera pas, on vous retrouvera, vous êtes comme les nazis, vous êtes comme les nazis, bon voilà. Est-ce que ces mêmes critiques et contempteurs considèrent que la Grande-Bretagne est aussi maintenant un pays génocidaire, puisqu'elle a annoncé qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de génocide à Gaza? Oui, on aimerait, la Grande-Bretagne, pas de génocide à Gaza. On aimerait que la France l'entende. Le président de la République a dit que c'est un débat qui concernait les historiens, ce qui est un sujet bizarre, au minimum. Ça concerne les juristes, le droit international. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de génocide à Gaza. Et ce vocabulaire vise à nazifier l'État d'Israël. Pour moi, c'est la victoire d'Adolf Hitler, cette histoire. Quand on dit, on fait une équivalence entre, mais c'est ce que nazi, israélien. Voilà, ça sert à ça. Est-ce que ce n'était pas justement, paradoxalement, le 7 octobre qui permet cette résurgence d'un antisémitisme décomplexé, le fait de dire, voilà, maintenant nous allons
considérer que les soi-disant victimes sont des bourreaux d'aujourd'hui. C'est la fin de la conscience d'Auschwitz, en fait. Bien entendu. Alors, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que pendant longtemps, en Occident et dans nos générations de gens un peu aux cheveux grisonnants, le crime des crimes était la Shoah. Les boomers, comme on dirait aujourd'hui. Les boomers, voilà, nous sommes des boomers. Le crime absolu était la Shoah. Aujourd'hui, dans une partie des opinions non occidentales et chez nous de la jeunesse ou d'une grande partie de la population issue de l'immigration, le crime des crimes n'est pas la Shoah, le crime des crimes c'est la colonisation. Et donc, il y a eu un inverse. Et maintenant, Israël est décrit comme l'incarnation même du colonialisme. Voilà. Et donc, il y a un renversement total avec ce mot génocide. Et ce mot génocide vise, je le répète, et j'assume ce que je dis, à nazifier l'État d'Israël, à dire il y a une égalité. Et je trouve que c'est à la fois absolument insultant au regard de l'histoire et très très problématique moralement. On en revient au fond à ce que l'on disait au début de cet échange et de cette émission, lorsque vous disiez il y a un recul des valeurs hégémoniques. Le fait qu'effectivement cette conscience du mal absolu représentée par Auschwitz soit maintenant battue en brèche, est-ce que ça n'est pas aussi je dirais une illustration de ce que vous disiez, c'est-à-dire ce que vous constatez, c'est-à-dire la fin de l'hégémonie occidentale. C'est un basculement. Le problème, c'est que ça se passe aussi chez nous. Quand on voit les drapeaux palestiniens dans toutes les manifs de la gauche radicale, on s'est dit il y a quand même un petit problème. Et quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière à Sciences Po, c'est pas que le Sud, c'est aussi dans une partie de la jeunesse tout à fait occidentale, qui a une radicalité nouvelle. Oui, donc la radicalité nouvelle, qu'est-ce que notre génération de boomers, comme on dit, n'a pas su transmettre à la génération suivante. On a sans doute considéré que c'était acquis, que oui, on ne pouvait pas mettre en doute le fait que le crime des crimes était la Shoah. Et on se rend compte qu'on est face à une génération, au fait, qui s'en moque. Et pourtant, qui ne se mobilise pas pour autant lorsqu'il y a des génocides avec les Ouïghours, lorsque les Syriens sont massacrés. Donc c'est quoi? C'est le fameux principe, vous allez le dire. Allez. On le dit en bon français, no Jew, no new. Voilà, exactement. No Jew, no news. Voilà, tant qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'info. Voilà. Évidemment, si on trouvait quelques juifs, et je ne suis pas juif, au Soudan ou ailleurs, évidemment, où on en parlerait beaucoup plus. Mais il se trouve que non, il n'y en a pas. Mais c'est-à-dire, une fois de plus, en tant que spécialiste des géopolitiques, des systèmes diplomatiques, vous connaissez bien le Proche-Orient, vous connaissez bien Israël. Au fond, pourquoi l'Occident a de plus en plus de mal à accepter Israël, alors qu'en Orient, on intègre de plus en plus Israël? Parce que on va marquer les 5 ans des accords d'Abraham, qui est un début, qui est une matrice d'intégration. Qu'est-ce qui se passe? C'est curieux, c'est vraiment curieux. Je pense qu'Israël renvoie l'image d'un pays qui est une nation qui ne croit pas, au fond, qui ne croit pas vraiment à la paix, qui croit que de toute façon on est dans un monde dur et qu'il va falloir se battre. C'est la perception qu'il y a de Je crois que c'est ça. Pourtant, mais peut-être que ça a une part de la paix en permanence dans les processus. Mais ça a aussi peut-être une part de réalité. Les Européens se sont mis à vivre dans un monde post-conflit. C'est l'idée de l'Union européenne. Voilà. Et de la siège stratégique. Les Israéliens n'ont pas ce luxe. Voilà. Et donc, il renvoie à une image peut-être de ce que l'Europe était. Mais je suis prudent dans mes analyses là-dessus. Effectivement, on sent bien que l'Israël est de moins en moins considéré comme un pays sympathique et ami. Alors que paradoxalement, sur le plan scientifique, médical, il y a tous les jours des informations, des nouvelles. Et il suffit d'y aller pour voir que c'est un pays de beaucoup plus grande complexité que le schéma qu'on a. Alors en même temps,
on voit que l'Occident tout entier, les États-Unis, l'Europe, mais Israël aussi, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine également, sont traversés par des courants politiques différents. Vous avez quand même un courant, on va dire, de droite, Trump, populiste, de droite, souverainiste, voilà, Trump aux États-Unis, Netanyahou en Israël, les forces de droite, Mélanie en Europe, etc. Et puis, face à ça, des courants de gauche libéraux qui s'affrontent dans tous les pays, y compris en Israël, de manière assez vive même. Mais pour l'instant, la tendance est plutôt à la victoire des forces de droite. Donc pour vous, on continue à aller vers la guerre, telle que vous nous l'écrivez, telle que vous l'analysez en quelques secondes? Je crains qu'effectivement, nous ne soyons pas à la veille d'une grande période de paix. Voilà, je crains que ce soit en Europe, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit ailleurs. Hein, on voit bien les tensions avec la Chine. Je crains malheureusement que la paix ne soit pas à l'ordre du jour. Alors, mais nous allons continuer quand même à rester optimistes et vous reviendrez nous expliquer comment les choses bougent exactement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Dominique Merchet.